Alors bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer rapidement cette notion d'échelle ordinale et pourquoi est-ce qu'on l'utilise souvent, presque tout le temps, dans les instruments de mesure, et puis les problèmes qui se posent avec cette échelle et puis comment solutionner ces problèmes récurrents. Alors, voici différents types d'échelles qu'on peut utiliser dans toute la recherche. Soit on va utiliser une échelle nominale, deux catégories, 3, 4, mais il n'y a pas d'ordre. Lorsqu'il y a un ordre, on appelle ça une échelle ordinale, mais ce sont toujours des catégories. L'intervalle, c'est une échelle qui est numérique, comme le rapport, sauf qu'ici, il n'y a pas de proportionnalité entre les réponses, alors qu'ici, il y a vraiment une proportionnalité. Je ne vais pas vraiment expliquer davantage. Si vous avez une question, vous pouvez les mettre dans les commentaires pour détailler un tout petit peu une échelle par rapport à une autre. Alors nous, on va se concentrer sur l'échelle ordinale. Pourquoi ? Ça ressemble à ça. Pas du tout d'accord, pas d'accord, d'accord, tout à fait d'accord. Alors pourquoi c'est une échelle sur laquelle on peut parler souvent? Parce que c'est vraiment l'échelle qui est, à mon avis, je sais pas, vraiment très utilisée dans les instruments de mesure. Et puis on peut se poser cette question, pourquoi est-ce que cette échelle elle est vraiment très utilisée? Parce qu'elle est pratique, très simple à comprendre par les personnes. Lorsque vous leur posez des questions comme ça, ils savent vraiment rapidement vous donner une réponse en une fraction de seconde. Déjà ça. Deuxièmement, c'est pratique parce qu'on peut la transformer. Alors on peut mettre ça 1, 2, 3 et 4. Donc on peut faire un codage rapide. C'est validé par la recherche parce que généralement on a découvert que utiliser ce type d'échelle, qui est une échelle ordinale, hein, ça c'est vraiment une échelle de ce type. Deuxième. Alors c'est pas une échelle numérique. Lorsqu'on fait un codage 1, 2, 3, 4, ça devient une échelle numérique. Mais on a validé par la recherche souvent les résultats qu'on peut trouver avec cette échelle en comparaison avec des échelles numériques ne sont pas très différents. Mais pas toujours, on va voir vraiment que c'est pas toujours vrai. Alors les tests paramétriques, ils sont robustes. Robustes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont solides par rapport à différents problèmes qui peuvent se poser dans la collecte de données, dans l'analyse. Les tests paramétriques sont comme la régression que vous devez connaître parce que c'est vraiment la technique très utilisée dans la recherche scientifique. Et puis les tests T, ANOVA, etc. Tous les tests qu'on appelle paramétriques parce qu'ils se basent sur des paramètres comme la moyenne, la variance, etc. sont des tests qui sont solides par rapport à des problèmes qui peuvent se poser dans justement les échelles. Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'en général il ne faut pas utiliser cette échelle, mais même si on l'utilise, il n'y a souvent pas de grands problèmes qui se posent grâce à la robustesse de ces tests. Alors, quels sont les écueils à éviter? Les écueils, c'est qu'il ne faut pas avoir peu de niveaux. Par exemple, ici, regardez, j'en ai 4. 4 niveaux, ça peut être problématique dans certains cas. Souvent, il est recommandé d'avoir 5 ou 7 niveaux. Pourquoi? Parce que ça crée de la distance entre les réponses et ça permet aux répondants de vraiment vous donner une réponse, on va dire, qui corresponde au mieux, on va dire, à leur appréciation de la situation, à leur attitude, etc., à ce qu'ils veulent proposer ou plutôt donner comme réponse. Donc, il ne faut pas avoir peu de niveaux. 3, par exemple, c'est vraiment problématique. 2, c'est pas une échelle ordinale. 3, ça commence à être une échelle ordinaire, mais c'est problématique de la transformer, de la coder avec des chiffres. La distribution très asymétrique. Alors ça, vous ne pouvez pas le savoir avant, mais par contre, vous pouvez le savoir après. Supposez que vous avez collecté les données pour différentes variables qui sont normalement sur des échelles ordinales comme celle-là, et ensuite vous faites un codage. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est voir est-ce que la distribution est très asymétrique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont donné tout à fait d'accord, par exemple, et pour une autre variable, ils ont donné pas du tout d'accord. Ça, c'est problématique. Ça, c'est vraiment problématique. Ça montre qu'il n'y a pas de bonne distribution entre les réponses. L'objectif, c'est ça. C'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont donné ça, des gens qui ont répondu pas d'accord, des gens qui ont répondu d'accord, etc. Et puis, un troisième problème, l'échantillon de petite taille. Si l'échantillon il est faible, petite taille, ça dépend. Ça dépend des cas, ça dépend du nombre de variables que vous avez. Mais en général, un échantillon de 50, de 60, 70, 80, c'est considéré comme un échantillon de petite taille dans la recherche, surtout dans les tests paramétriques. Donc, si vous avez un échantillon de petite taille, peut-être qu'il faut trouver une solution. Voici les solutions qu'on peut vous proposer généralement. Ce que je vous conseille de faire souvent, c'est de faire un test pilote avec votre questionnaire, c'est-à-dire commencer à faire une petite collecte de données auprès d'un échantillon restreint et voyez est-ce que déjà les réponses se regroupent par exemple dans une catégorie ou une autre. Si c'est le cas, ça montre que cette question
est problématique et que peut-être vous devriez penser à faire quoi? À changer d'échelle par exemple, à développer plusieurs échelles pour la même question, ça c'est possible, à recollecter lorsque vraiment c'est problématique et que vous n'avez pas fait de test pilote. Donc ça c'est vraiment, je pense, la solution la plus intéressante. En fait c'est pas vraiment une solution mais c'est plutôt une prévention. C'est un moyen de prévention pour ne pas tomber justement dans ce problème qui se pose souvent, souvent avec les échelles ordinales. Une autre possibilité, c'est de normaliser les variables. Lorsque vous avez par exemple une question sur 4 niveaux et une autre question dans votre questionnaire sur 5-7 niveaux, ça c'est pas un problème. Ça n'a jamais été vraiment un problème d'avoir des questions sur différentes échelles ordinales. Je veux dire échelle, je veux dire ici pas échelle pardon, mais graduation, c'est-à-dire 4 réponses, 5 réponses, 7 réponses, ça ce n'est pas problématique. Mais ça peut se poser problème, bien sûr, lorsque il y a, pour une question par exemple, une distribution très asymétrique par rapport à une autre. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est normaliser. C'est le score Z. Bien sûr, si vous avez une question, vous pouvez la mettre dans le commentaire, je vous explique ce que ça veut dire. Et puis, dernier recours, il est préférable de ne pas aller vers ce recours, c'est les modèles non paramétriques, c'est-à-dire l'inverse, théoriquement, par rapport à ces modèles ici de régression, etc. Il y a la régression ordinale, je vais vous mettre une vidéo sur ça bientôt, et puis des différents types de corrélations, j'en ai déjà fait plusieurs. Je vous invite à voir la playlist sur JASP, sur Jamovi, qui vous explique plusieurs techniques de corrélation, par exemple, qui sont dédiées strictement soit à des variables nominales, ici, soit à des variables ordinales, comme l'échelle que vous avez ici. Donc voici une vidéo, on va dire, conceptuelle un peu sur les échelles, et je trouve que c'est intéressant de bien comprendre un tout petit peu son questionnaire. Si vous avez une question, une remarque, quelque chose à mettre sur ce que je viens de présenter ou autre chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.